Je me présente, Amélie Bureau, assistante de recherche en mobilisation et transfert des connaissances au Centre Interaction. Aujourd'hui, je vais animer la première partie de ce midi Interaction et ensuite, Madame Lourdes va prendre la parole pour la période des questions et discussions. Aujourd'hui, on reçoit Sabrina Lessard, qui est anthropologue. Et elle est stagiaire postdoctorale à l'École de travail social de l'Université McGill et chercheure d'établissement en émergence au Centre de recherche des savoirs Interaction. Elle est également chargée de cours pour le micro-programme de deuxième cycle et le DEPA interfacultaire, oh, c'est vraiment désolé, en soins palliatifs et de fin de vie à l'Université de Montréal. Ses intérêts portent sur les pratiques sociales entourant le mourir et la mort des personnes en grand âge en institution de soins. Par la suite, nous aurons une partie commentaire par Daniel Marcotte. Il travaille dans le réseau de la santé depuis 32 ans. Il a travaillé pendant 25 ans avec la clientèle en CHSLD et il travaille depuis maintenant 7 ans à titre de chef d'administration du programme Soins palliatifs. Il est responsable de la gestion de l'unité de soins palliatifs située au pavillon des bâtisseurs, de la clinique externe soins palliatifs de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et œuvre auprès de l'équipe du SAD en soins palliatifs du CIUS du nord de l'île. Il est très sensible à l'approche palliative précoce dans toutes ses missions, en gardant en perspective le soulagement adéquat de la clientèle dans toutes les sphères de sa vie. Pour commencer, Sabrina va nous présenter son projet Négociation du juste et de l'assez, pratique entourant le mourir des personnes du grand âge en institution gériatrique. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous pour vous présenter quelques résultats issus de mon projet de recherche doctorale, donc la négociation du juste et de l'assez, pratique sociale entourant le mourir des personnes du grand âge en institution de soins gériatriques. J'ai peu de temps, mais beaucoup de choses à vous présenter. Je vais élaborer sur les éléments suivants, donc le contexte de l'étude, la méthodologie. Je vais parler rapidement des fins de vie, des institutions gériatriques face au mourir. Je vais élaborer sur les principaux résultats qui concernent le juste et l'assez, vous expliquer un peu c'est quoi. Je vais vous illustrer tout ça avec l'histoire de Madame Latulippe et je terminerai avec une discussion quant au seuil de l'acceptable et puis une petite conclusion. Donc, le mourir contemporain se situe à l'intersection de différents contextes. Donc, on parle souvent d'un mourir caractérisé par un long déclin qui va être causé par de multiples maladies chroniques, dont l'issue fatale survient généralement en institution au-delà de 80 ans, mais aussi dans un contexte où les droits des personnes en fin de vie sont légiférés et où mourir dans la dignité constitue un important débat sociétal. Par ailleurs, ces débats ont donné lieu à l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie qui érige et consolide les droits des personnes en fin de vie. Donc, cette loi vise en principe à donner accès à toute personne en fin de vie à des soins en adéquation avec ses besoins. La loi définit les soins de fin de vie comme étant des soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Et un élément qui est somme toute assez nouveau là, avec cette loi, c'est que tous les établissements de soins du Québec ont dorénavant l'obligation d'adopter une politique et un programme clinique de soins de fin de vie à cet égard. Donc, comme la loi donne le droit à des soins de fin de vie, peu importe l'institution, l'âge, le type de maladie, la région de résidence, moi, je souhaitais aller explorer les pratiques de soins de fin de vie auprès des personnes âgées ailleurs que dans les unités de soins palliatifs et plus particulièrement dans les institutions où les soins palliatifs ne sont pas la principale mission de soins. Donc, mon projet visait avant toute chose de répondre à la question suivante. Donc, comment les pratiques entourant le mourir façonnent les trajectoires de fin de vie des personnes du grand âge en institution gériatrique? Mais il y a d'autres questions qui ont émergé au cours de ce long travail. Qu'arrive-t-il lorsque le vivre et le mourir s'étirent et se confondent? Lorsque les frontières entre les catégorisations sociales qui séparent le curable de l'incurable ou encore le malade du mourant sont poreuses? Qu'est-ce que c'est quoi la fin de vie? Comment le mourir et la mort sont abordés par les institutions de soins? Et comment les différents acteurs font-ils sens de tous ces éléments?
Donc, ce projet de recherche appuie sur une démarche ethnographique où plusieurs sources de données ont permis de porter un regard assez riche sur le phénomène étudié. Donc, j'ai pu faire des observations directes dans 2 institutions gériatriques, des entretiens formels avec des soignants, donc médecins, infirmières, infirmières auxiliaires, préposés, chefs d'unité. euh, et d'autres personnes aussi qui venaient complémenter un petit peu au niveau peut-être plus de la gestion des établissements. J'ai aussi fait des entretiens avec des proches endeuillés. J'ai pu faire des entretiens informels avec ces mêmes soignants, des proches non endeuillés, donc avant que les personnes du grand âge euh, décèdent, mais aussi avec certaines personnes du grand âge. J'ai pu consulter les documents institutionnels, puis tout ça m'a permis de reconstituer 35 histoires de fin de vie. Donc, j'ai intégré un CHSLD et une unité de gériatrie hospitalière en 2017-2018. Je pense que c'est important de se rappeler des dates, comme ça fait c'était quand même avant la pandémie. Donc, et un petit peu après la mise en œuvre, l'implantation de l'entrée en vigueur, pardon, de la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, au départ, je m'intéressais vraiment aux pratiques de soins de fin de vie, mais j'ai vraiment dû changer ma stratégie, comme les personnes qui sont décédées au début de ma présence dans les lieux, là, les unités de soins, n'ont pas bénéficié nécessairement de soins de fin de vie. Donc, il y en a qui sont décédés, il y avait le mourir aussi, mais pas de fin de vie où des soins spécifiques à cette période étaient nécessairement offerts. Donc, pas pour tout le monde, mais je vais vous montrer avec la prochaine diapo là, comment ça s'est distribué. Donc, le fait d'avoir différentes sources de données m'a également permis de sortir d'un certain discours généralisé en ce qui a trait les soins de fin de vie, comme des soins allant de soi ou étant des soins de bouche, le repositionnement aux 2 heures ou encore l'administration de versets, scopolamine, morphine. Donc, le discours s'écartait aussi de ma vision plus romantique ou assez romantique que je me faisais de l'accompagnement en fin de vie. Donc, j'ai traqué pendant plusieurs mois le mourir des personnes du grand âge et je me suis plus particulièrement intéressée à leur vie dans la fin qu'aux soins de fin de vie, bien que les soins de fin de vie fassent également partie de mes résultats de thèse, mais je ne les présenterai pas aujourd'hui, mais peut-être éventuellement dans une autre présentation. Les personnes du grand âge dont les histoires ont été reconstituées étaient âgées de plus de 80 ans et la moyenne d'âge était de 89 ans. Donc, il y avait 27 sur 35 personnes qui avaient des troubles neurocognitifs avérés, 12 en CHSLD sur 15 personnes et puis 15 à l'unité de gériatrie sur 20 personnes. Donc, 28 personnes étaient nées au Canada, les autres provenaient d'Europe. Donc, ici, je souhaitais seulement vous montrer rapidement les soins dont ont bénéficié les personnes du grand âge en fin de vie. Donc, au CHSLD, toutes les personnes sont décédées. 6 personnes ont bénéficié de soins de fin de vie d'une durée là, de 1 heure à 7 jours. Alors qu'à l'unité de gériatrie, les personnes qui se sont fait offrir des soins palliatifs ou alors pour qui les soins palliatifs ont été envisagés sans nécessairement leur être offerts, ne souffraient pas de troubles neurocognitifs ou alors de façon assez légère. Les 3 personnes sont décédées à l'unité de gériatrie avec des soins de confort d'une durée d'un peu moins de 48 heures. Donc, les institutions gériatriques face au mourir. J'ai intégré un centre d'hébergement, comme je l'ai dit tout à l'heure, où sont offerts des soins de deuxième ligne et une unité de gériatrie dans un hôpital de pointe où sont offerts des soins tertiaires et quaternaires. Malgré les dichotomies a priori visibles entre les 2 lieux, il existe quand même certaines similarités. Donc, on peut espérer le rétablissement d'une relative santé. Les personnes séjournant dans l'un ou l'autre des lieux ne vont pas guérir de leurs conditions chroniques. Les personnes souffrent souvent aussi de troubles liés à la vieillesse et l'accompagnement en fin de vie ne fait pas partie de leur mission première des soins. L'unité de gériatrie s'inscrit en amont du CHSLD dans le continuum de soins. Par conséquent, il y a plusieurs personnes qui sont parvenues au grand âge, qui ont séjourné en unité de gériatrie, qui vont aller achever leur existence en centre d'hébergement. C'est souvent un vase communicant à sens unique, donc de l'unité de gériatrie vers le CHSLD. Et la loi concernant les soins de fin de vie, au moment de l'étude, était assez peu connue dans son ensemble. Donc, sans surprise, on parlait beaucoup d'aide médicale à mourir, malgré le fait que les soignantes considéraient cette loi, dans son aspect aide médicale à mourir, là,
euh, que cette loi ne s'adressait pas vraiment à leurs patients qui étaient souvent considérés inaptes à consentir à un tel soin. Je pense que c'est vraiment important aussi de mentionner qu'un cadre de référence sur les soins de fin de vie avait été implanté quelques semaines après le début de mon arrivée en CHSLD, ce qui a pu aussi bonifier l'offre de soins de fin de vie en cellule. Je pense que c'est aussi important de parler de la terminologie ambiguë qui a été souvent nommée lorsque j'étais dans les différents lieux. Donc, on parlait souvent des soins prodigués à la fin de vie, qui portaient à confusion dans leur définition, leur interprétation. Quand on parlait de soins palliatifs, soins de fin de vie, de soins de confort, niveau de soins 4. Et ces différents vocables référaient tantôt à des soins d'accompagnement vers la mort et tantôt à des soins de confort sans nécessairement égard au pronostic. Et ce qui est important, je pense aussi de dire ici, c'est que dans une même unité de soins, deux personnes peuvent avoir une définition différente euh, de ces quatre termes-là. Donc, les principaux résultats. 3 pratiques ont été documentées dans le cadre de cette étude. Ces 3 pratiques opèrent au cours d'un processus du mourir des personnes du grand âge en institution et façonnent les trajectoires de fin de vie. Elles ne s'inscrivent pas nécessairement dans un horizon temporel qui est clairement défini. Toutes les trajectoires des personnes du grand âge n'incluent pas nécessairement non plus les 3 pratiques. Ce qui est interpellant, toutefois, c'est qu'une majorité des personnes décédées et ayant bénéficié de soins de fin de vie souffraient de troubles neurocognitifs avancés. Donc, nous suggérons que c'est seulement lorsque la mort, comme issue éventuelle, est perçue comme une délivrance, souvent du point de vue des soignantes, mais aussi parfois du point de vue des proches, que des soins de fin de vie sont proposés et mis en place et qu'une négociation du juste et de l'enlacé prend place entre les soignants et les proches. Bon, je vous propose d'aller voir ça de plus près. Je ne peux pas poursuivre mon exposé là, sans m'attarder quelques instants sur la qualité de vie perçue par les soignantes et les proches des personnes du grand âge qui séjournaient dans l'un ou l'autre des institutions, mais aussi sur la signification de la mort des personnes du grand âge admises dans les différentes unités de soins. Les soignantes définissent la qualité de vie comme étant a priori subjective et propre à chacun, mais elles sont arrivées à un consensus pour définir la qualité de vie comme étant la capacité d'apprécier les petits plaisirs de la vie. Ce qui m'amène aussi à vous parler de la signification de la mort des personnes du grand âge selon les soignantes. Bon, elles abordent 2 significations, l'une représentant la mort comme un processus naturel ou normal du cycle de vie, et puis l'autre représente la mort comme une délivrance. Donc, délivrance de cette vie de souffrance ou qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Le déclin lent mais progressif, généralement assombri par l'éventualité de la mort à plus ou moins long terme, se caractérise par des épisodes de maladie aiguë où des choix vont se poser quant à l'orientation thérapeutique. Et la fréquence de ces épisodes va fragiliser la légitimité des soins qui tendent à faire basculer les soins appropriés en soins futiles. Donc, cette pratique, la prise de décision, la négociation du juste et de l'assez, documente l'orientation thérapeutique chez la personne du grand âge à la fin de sa vie. Plus encore, il s'agit de la négociation dans une perspective d'accompagnement où les enjeux deviennent éminemment moraux. Donc, reconnaître l'entrée dans la phase fin de vie relève de la subjectivité des différents acteurs et de la définition que chacun s'en fait et relève généralement d'une prise de décision quant aux options de prolonger la vie ou d'envisager la mort, comme le dirait Fortin et ses collaborateurs. Cette prise de décision se fait généralement de façon consensuelle. Donc, l'option de prolonger la vie est souvent donnée d'emblée et on va réviser au fur et à mesure des interventions la pertinence de l'option. Excusez-moi. Cette pratique, non, excusez-moi, pour certaines personnes du grand âge, donc l'option de prolonger la vie s'est progressivement transformée pour devenir celle d'envisager la mort. Dans ces situations, le choix de cesser les traitements prévaut sur celui de l'abstention thérapeutique. Et donc, dans ces histoires, il s'agissait souvent de personnes souvent de troubles neurocognitifs, mais dont les capacités fonctionnelles n'étaient pas nécessairement lourdement atteintes et pour qui les proches et les soignants jugeaient qu'il y avait encore une certaine qualité de vie, donc qui étaient encore capables d'apprécier les petits plaisirs de la vie.
Les observations montrent toutefois qu'il y a des histoires où il va se présenter davantage de nuances qui vont amener certaines négociations quant aux voies empruntées. Et c'est lorsqu'il y a une divergence d'opinion quant aux soins à offrir, donc soins de fin de vie ou soins visant à prolonger la vie, euh, l'atteinte d'un équilibre moralement acceptable entre le bien-être du patient, celui de son entourage et celui des soignantes semble envisagée. Et l'acceptable étant ici de limiter les souffrances de la personne du grand âge et de ne pas s'acharner. Cet équilibre est négocié à partir d'un certain seuil moral. Donc, pensez à une limite imaginaire où la mort d'une personne du grand âge est perçue comme légitime. Dans ce cas, la reconnaissance de la fin de vie va être intrinsèquement liée à un jugement de valeur morale quant au juste moment, donc juste moment de mourir, pas trop tôt ni trop tard, et de assez de traitement, mais aussi assez de vie. Le juste et l'assez sont aussi liés à la justification que vont se donner certaines soignantes pour sortir des soins actifs ou de l'option de prolonger la vie. Les soignantes vont généralement dans le sens de la famille qui souhaite prolonger la vie jusqu'à l'épuisement des possibles, qu'il n'y ait plus aucune possibilité. Cependant, les soignantes, elles sont prêtes à le faire, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite et jusqu'à ce seuil finalement moral du juste et de l'assez ou encore de l'acceptable. Ce jugement va dessiner un certain cadre normatif qui va teinter le moment où la fin de vie devient socialement acceptable ou encore moralement légitimée. Ce qui est important ici de saisir, c'est que les différents jugements sont aussi portés par l'ensemble des acteurs impliqués de près ou de loin. Bon, on peut parler du médecin traitant, de l'infirmière, la préposée, du fils, de la petite fille, de la voisine. Donc, chacun aura sa propre vision de l'atteinte de ce seuil. Ce seuil du juste et de l'assez va fluctuer au même titre que celui qui sépare le malade du mourant et va donner lieu aussi à des désaccords quant aux soins à offrir. Donc, des éléments ont été identifiés par les soignantes comme jouant dans la balance. Donc, on parle souvent du rapport au normal, au pathologique, la culture, donc l'origine des personnes, et aussi la volonté des familles. Aujourd'hui, je vais m'intéresser juste à la volonté des familles, qui est quand même un très grand enjeu euh, identifiés par les soignantes. Et dans ces histoires de fin de vie, la qualité de vie jugée moindre ou inexistante va donner un poids supplémentaire à l'option de laisser aller. Voici les propos d'un médecin en CHSLD qui illustre bien cette idée, à mon avis. Donc, elle dit plus le patient est avancé dans sa démence, un patient qui ne parle plus, qui a de la misère à communiquer, tu ne comprends pas ce qu'il veut et toi, quand tu lui demandes des choses, il ne te comprend pas. Il n'est plus capable de manger toute seule. Puis, il ne fait plus rien tout seul. C'est quoi sa qualité de vie? Moi, je pense que ce devrait être des soins de confort, qu'on ne devrait pas essayer de prolonger cette vie-là. La qualité de vie est diminuée et que finalement, ça va être presque une délivrance. C'est finalement de faire comprendre à la famille qu'on n'a pas besoin absolument de faire quelque chose pour retarder la mort. Donc, comme les personnes souffrant de troubles neurocognitifs ne participent souvent plus à la prise de décision, c'est aux familles que revient le fardeau, d'autant plus lourd lorsque la volonté de la personne malade n'est pas connue. La personne peut aussi être représentée par plusieurs membres des familles et la volonté de chacun de ces membres peut aussi diverger d'une personne à l'autre. Ça peut aussi aller en l'encontre de ce que les soignants estiment approprié ou se heurter, comme le disait une chef d'unité, à nous, notre mission, nos valeurs. Donc, les soignants doivent alors déployer différentes stratégies pour rétablir l'équilibre de l'acceptable. Donc, il y a un cheminement de certaines familles, cheminement pouvant être compris comme le bout de chemin psychologique à parcourir pour être rendu au même lieu, donc celui de laisser aller la personne du grand âge, que les soignants et parfois le patient. Ce cheminement-là peut prendre du temps et se réaliser partiellement ou encore pas du tout. Le cheminement va transformer aussi les proches en patients où la réalisation des interventions médicales vont passer tranquillement du meilleur intérêt au patient au meilleur intérêt de la famille. Et comme le disait un médecin du CHSLD, et là, à ce moment-là, il faut les accompagner pour essayer de garder ça raisonnable en termes de on veut essayer d'éviter le prolongement de l'agonie. Ces soins peuvent alors être poursuivis jusqu'à l'atteinte d'une certaine limite morale. Donc, je vais vous donner l'exemple de Madame Latulippe pour illustrer mes propos. Donc, Madame Latulippe avait 93 ans. Elle souffrait d'Alzheimer depuis plusieurs années et vivait depuis 2 ans en CHSLD.
Bien que la santé de la dame déclinait depuis plusieurs années, les derniers mois avaient été marqués là, par de nombreuses chutes et par quelques épisodes de soins nécessitant la prise d'antibiotiques. Elle passait dorénavant ses journées dans son fauteuil gériatrique, immobile. L'expression de son état s'articulait souvent par des cris. Le médecin traitant et l'infirmière responsable de l'étage, donc Annie, avaient rencontré la fille de Madame la Tulipe, Ginette, afin de discuter d'une réorientation des soins, c'est-à-dire de passer des soins plus ou moins actifs à des soins palliatifs ou du moins de changer le niveau de soins afin de permettre d'axer les soins sur le confort plutôt que sur des traitements permettant de prolonger la vie. Après quelques mois de négociations et de réflexion, Ginette avait accepté de le laisser aller. Par contre, un jour de printemps, Madame la Tulipe présentait les signes d'une infection. Donc, sa fille a demandé de faire des examens diagnostiques complémentaires pour en déterminer la cause. L'infirmière a rappelé à la fille l'orientation des soins discutés plus tôt dans l'année, orientation qui allait axer les soins davantage sur le confort que sur le prolongement de la vie. Les soins de fin de vie ont débuté et aucun traitement aigu ne devait être prodigué. Mais Ginette, donc la fille de Madame la Tulipe, a ajouté: c'est quand même dommage de ne rien faire alors qu'on sait qu'on peut la sauver. L'infirmière a rappelé le déclin marqué de sa mère dans les 6 derniers mois et a souligné leur accord sur les soins de confort. Par contre, elle a ajouté que si elle le souhaitait, sa mère pouvait être transférée à l'hôpital. Donc, c'était une option aussi envisageable. Ginette a renoncé à cette option et s'est mise à pleurer. Mais elle a entendu la visite du médecin de garde après le départ d'Annie, l'infirmière, afin de faire administrer des antibiotiques à sa mère. Donc, quelques jours après le début de la prise des antibiotiques, Madame la Tulipe était de retour au salon du CHSLD, dans son fauteuil, à crier. Les soins de fin de vie avaient été retirés. Par contre, une semaine plus tard, Madame la Tulipe faisait un AVC. En fait, c'est ce que l'infirmière a présumé quand elle a observé qu'un côté de son visage s'était affaissé. La semaine suivante, Madame la Tulipe était fiévreuse et refusait de s'alimenter. Son médecin a appelé donc la fille de Madame la Tulipe, qui était à l'extérieur de la ville, pour l'aviser de la fin de vie de sa mère. Ginette est revenue en urgence pour être auprès d'elle. Lorsqu'elle a rencontré le médecin et l'infirmière, elle leur a demandé s'il était possible de donner des antibiotiques à sa mère, soulignant que la dernière fois, même s'il croyait que c'était la fin, sa mère avait encore pu vivre grâce au traitement. L'infirmière a souligné que Madame la Tulipe avait pu vivre une semaine ou deux de plus, mais dans quelles conditions? Quoi qu'il en soit, le médecin était catégorique, aucun antibiotique n'aiderait, c'était le cours naturel de la maladie. Les soins de fin de vie ont débuté. Madame la Tulipe est décédée quelques jours plus tard dans les bras de sa fille. Donc, comme le disait un médecin du CHSLD, ça les déculpabilise si on leur dit que voici ce qu'on pense, qu'on est rendu là, voici ce que l'on devrait faire. C'est souvent un soulagement pour eux de ne pas avoir à prendre cette décision-là eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on décide à 100%, ceux qui s'opposent vont s'opposer, mais pour les autres, ça leur enlève un poids qu'on décide à leur place. Donc, l'histoire de Madame la Tulipe donne aussi à voir des énoncés d'évaluation, donc attribuables à certaines valeurs qui sont divergentes. On pense à la sacralité de la vie, au droit à l'autodétermination, mais aussi au mourir dans la dignité. Donc, ces valeurs semblent concurrentes dans la priorisation des actions à tenir, mais elles sont aussi intrinsèquement liées à des normes de conduite qui vont tantôt miser sur l'action et tantôt sur le laisser-aller. Il y a plusieurs régimes normatifs qui vont se confronter, vont donner lieu à certaines tensions et aussi des fois à des incompréhensions. Ces régimes valent aussi bien pour la conception de la vie que la valeur qui lui est accordée. Par conséquent, la prise de décision va glisser vers un processus de moralisation où la négociation du juste et de l'assez va dominer. Et comme le démontrait Dupont-Thibodeau, qui est une intensiviste pédiatre à Sainte-Justine, en regard des grands prématurés, les personnes du grand âge souffrant de troubles neurocognitifs avancés voient plus souvent leurs soins négociés vers des soins de confort que les personnes plus autonomes ou dont les troubles neurocognitifs est moins avancés. Donc, je pense que le contexte socioculturel et législatif qui met de l'avant le mourir dans la dignité semble aussi jouer, mais aussi comme le trouble neurocognitif à un stade avancé se traduit souvent en raison acceptable d'envisager la mort. Donc, pour terminer, c'est seulement lorsque la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme issue éventuelle, est perçue comme une délivrance de cette vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue, que des soins de fin de vie
sont plus facilement mis en place ou du moins plus rapidement envisagés. Il y a un anthropologue brésilien qui propose qu'il existe des catégories de personnes qui sont autorisées à mourir de par leur statut considéré comme moindre. Toutefois, il y a Lemos Descartes, qui est c'est une néerlandaise, une anthropologue aussi, qui voit davantage dans l'acceptabilité, la légitimité de cette mort, une forme de soin qui intervient au cours d'un mourir prolongé. Donc, il existe aussi une ambivalence culturelle, à savoir si la vie qui n'a plus de sens est une raison suffisante pour envisager la mort. Et dans cette étude, je pense que c'est important de le mentionner. Il ne s'agit pas simplement des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs, mais aussi des personnes du grand âge dont le déclin du corps est très avancé. Donc, les histoires de fin de vie où s'est opérée cette négociation ont été celles où l'intégrité du corps semblait plus particulièrement compromise et où le consensus sur le mode d'action à tenir n'était pas donné d'emblée. Donc, on n'était pas tous d'accord sur l'idée de prolonger la vie. La construction de cette limite est historiquement située, même légiférée au Québec. Hein. Je veux vous rappeler que les soins palliatifs ont été édifiés dans leur forme moderne, en consternation au traitement des mourants, aussi à la revendication de l'autodétermination des patients et aussi à l'émergence contemporaine de l'idéal d'une bonne mort et du mourir dans la dignité. Donc, la loi concernant les soins de fin de vie vient aussi normaliser ce qui est digne et acceptable. Et un petit mot sur la mise en scène du mourir, qui était la dernière pratique documentée, donc sur les soins de fin de vie. Comme Madame la Tulipe en a bénéficié, pour une période de plusieurs jours, au plus 7 jours. Donc, au CHSLD où vivait Madame la Tulipe, les soignants se sont vraiment affairés à rendre son mourir plus confortable et aussi accompagner Madame la Tulipe et sa fille tout au long de la trajectoire de fin de vie et de la mort. Donc, je voulais prendre quelques minutes pour remercier toutes les soignantes et soignants qui ont participé à cette recherche et aussi les proches endeuillés et les personnes du grand âge qui m'ont accueilli dans leur quotidien. Et puis, merci à tous ces organismes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Donc, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Sabrina. Merci pour ta super présentation. Donc, on va pouvoir passer la parole à Daniel Marcotte qui va pouvoir faire des petits commentaires. Je te remercie, Sabrina. C'est super intéressant. Dans le fond, ce qu'on ressort de ça, dans le fond, ce qui est au quotidien, c'est la vision de la vie et de la mort pour chaque personne est vraiment personnelle. Donc, que ce soit au niveau culturel, moral, religieux, professionnel, on a toute une vision d'une bonne vie ou d'une bonne mort. Puis c'est ça qui va venir teinter l'approche au niveau de autant professionnel que personnel en tant que famille. Comment on va aborder cette mort-là. Et là, justement, ça amène tout le questionnement qu'est-ce qu'une bonne vie ou une bonne mort, de l'importance de l'amener très tôt dans les discussions. Et c'est quelque chose souvent qu'il y a un très gros malaise professionnel parfois d'amener cette discussion-là. Donc, même nous, à notre niveau, même si on est très jeune, normalement, on devrait déjà avoir ce genre de discussion A avec nos parents qui sont vieillissants ou B avec vos enfants qui sont plus jeunes, où je veux être dans ma vie. Donc, moi, s'il m'arrive telle chose, telles affaires, c'est bien de le nommer. C'est quoi, je voudrais qu'il m'arrive, j'ai un accident de voiture, je suis en mort végétatif, je vous annonce, vous, mes proches, qu'est-ce que je veux. Et ce genre de discussion-là, on l'a peut-être à un niveau, nous autres, peut-être on voit beaucoup de choses passer, mais en milieu, c'est comme CHLD ou en milieu qu'on pourrait prendre pour acquis que, voyons, la personne est vieillissante, la personne cliniquement est très hypothéquée. Selon la vision de la vie et de la mort de chaque individu, c'est occulté. Quand c'est occulté, ce qui fait qu'un professionnel peut voir que le patient est en fin de vie, puis le professionnel voit qu'il y a encore des belles... Le visiteur, la famille, a une vision qu'il y a encore des belles années à vivre. Donc, on se retrouve souvent avec ce clash-là qui est très fort, c'est de voir comment on peut amener un certain cheminement. Et en toute honnêteté, ce n'est pas une obligation. La belle mort n'existe pas, la belle vie n'existe pas. C'est ce que j'en considère comme qui est adéquat. Et c'est de voir comment on peut accompagner les familles à travers ça en acceptant qu'on n'est pas à Hollywood. Donc,
les mains dans la main au soleil couchant, on quitte la pièce. C'est pas tout à fait comme ça la vraie vie. Donc, il y a des histoires plus difficiles, des histoires plus belles. Donc, dans la vraie vie, les enfants n'arriveront pas à la dernière minute avant que le proche va mourir. Ils se sont tous parlé, ils sont tous réconciliés, ils s'aiment tous à la fin. Et les chicanes qui étaient avant vont rester. Et la personne qui a sa vision de la vie, c'est de manger et de boire jusqu'à la fin. Mais quelqu'un qui va être semi-comateux va se faire hydrater, alimenter en cachette, parce que la vision de la vie, c'est on doit manger et boire jusqu'à la fin. Versus, il y a d'autres gens que la vision, écoute, tu as fait ton bout de chemin, tu es rendu à 98 ans, tu as assez vécu, pourquoi tu t'en vas pas? Donc, on se retrouve avec des clashs solides. Puis comme intervenant, nous, c'est de voir comment on doit accompagner ces gens-là sans passer dans le jugement. Et ça, c'est un très gros enjeu parce que on peut avoir des idées préconçues personnelles au jeu et on ne peut pas teinter les patients ni les familles. C'est de voir comment qu'on peut l'amener discrètement, sachant très bien que notre travail n'est pas d'influencer pour les amener où ce qu'on veut qu'ils aillent, c'est juste de les faire cheminer à travers tout ça. J'essaie de me freiner parce que moi, je peux vous parler pendant des heures. C'est ma tasse de thé. Donc, c'était juste pour ramener sur la discussion de Sabrina, dans le fond, que c'est super intéressant, que ça amenait tous ces volets-là. Donc, psycho-religieux, valeurs professionnelles, et que ça peut être vécu différemment. Et l'âgisme, on ne devrait jamais en parler. C'est quelqu'un qui est rendu à une évolution de sa maladie et qui va amener une finalité. Et là, on ne devrait même pas en parler parce qu'on peut avoir de l'âge comme critère de fin de vie. C'est le diagnostic ou c'est la condition qui va amener la fin de vie. Et ça, c'est un danger qui est fragile parfois. Fait que j'arrête avant de prendre trop de temps.